Plein l'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble. Bonjour à tous et à toutes, plein l'ado, et aujourd'hui on va parler de Alia parce que mon invité était le directeur de l'agence juive à Paris dans le temps. On va parler d'intégration parce que mon invité est aussi directeur de Kalita. On va parler un peu transmission parce que mon invité est guide à Auschwitz à ses heures perdues. On va parler aussi football bien entendu puisque mon invité est fan de foot et plus particulièrement du Paris Saint-Germain, mais il a changé cette semaine. On va parler éducation car mon invité est éducateur aussi. Intégration des ados, ça sera un grand sujet. Mon invité donne aussi des cours à la fac, mais on ne parlera pas de fac parce que j'ai aucun sujet là-dessus. Et enfin, on parlera aussi du grand dossier qu'il y a eu dans Makor Rishon, parce que mon invité a fait scandale cette semaine. Il n'a pas fait exprès, il s'est fait un peu attaquer par certains ministères. Et on ne pouvait pas ne pas en parler, bien que ça n'ait aucun rapport avec les ados direct. Mais ça, c'est pour le plaisir. Alors, Ariel Kandel, bonjour. Pour le plaisir. Bonjour. Il est venu chanter aujourd'hui. Alors, Ariel Kandel, tu connais le principe de notre émission. Elle est divisée un peu en 4 parties. On se souvient pourquoi on avait fait ça au début. On ne se souvient plus du tout aujourd'hui pourquoi c'est coupé comme ça. Mais en tout cas, dans la première partie, on va te découvrir et parler un peu de toi, de ton Alia, de Ariel quand il était jeune, où est-ce qu'il vivait, comment il arrive en Israël, comment il a décidé de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Et ensuite, on remontera pour toucher tous les sujets qu'on a annoncés. Un programme un peu ambitieux aujourd'hui dans plein l'ado, mais ô combien amusant. On va voir si David est prêt. David est prêt dans la technique. On commence donc. Donc Ariel, bonjour. Salut. Salut Bernard. Ariel, directeur de Kalita aujourd'hui. Kalita, c'est une association quand même qui fait beaucoup parler d'elle depuis qu'elle a été créée. Tout le monde connaît le hub de l'emploi qui reçoit plein de gens, qui trouve du boulot et tout. Ce qu'on sait moins, c'est que Ariel Kandel n'a pas toujours été simplement dans le domaine de l'intégration, même s'il a été directeur à l'agence juive, comme on l'a vu, on va y revenir tout à l'heure, mais il a aussi été enfant, et les gens ne soupçonnent pas. Daniel, bien sûr, ça je suis bourré, mais c'est depuis pour Yves, j'avais une petite bouteille. Ariel, tu t'es toujours appelé Ariel d'abord? Toujours. C'est ton vrai nom, c'est pas un nom israélien quand t'es arrivé? C'est mon vrai nom qui, évidemment, comme beaucoup d'enfants, j'ai un jour demandé à mes parents pourquoi je m'appelais Ariel ou pourquoi je m'appelle Ariel d'ailleurs. Okay, et j'ai que ce prénom d'ailleurs, j'en ai même pas un deuxième. Okay. C'est Ariel tout court. Et la raison était que, vu que je suis né juste après la guerre de Kippour, et qu'un des grands héros de la guerre de Kippour était Ariel Sharon, donc mes parents ont décidé de m'appeler Ariel. Voilà. Déjà, moi j'ai appris quelque chose, et je pense que pas mal d'auditeurs aussi. Tu as eu l'occasion de rencontrer Ariel Sharon de son vivant? Ariel Sharon, non. J'ai eu l'occasion de rencontrer durant ma jeunesse Yitzhak Shamir, Zichrono Livracha, et puis d'autres premiers ministres, dont entre autres Binyamin Netanyahou, mais Ariel Sharon, non. Non. Alors, aujourd'hui, il ne nous reste plus qu'un Ariel, donc la concurrence est partie. Et donc, on va parler de toi. Ton enfance, ça se passe où? Mon enfance, elle se passe dans le 19e arrondissement, et c'est intéressant, il faut dire à nos auditeurs, certains le savent évidemment, mais dans un 19e arrondissement où à l'époque il n'y avait pas de restaurant kasher, c'est quand même important de le dire. On a du mal à imaginer. On a du mal à imaginer, voilà, tout à fait. Pour les connaisseurs, il y avait la fameuse épicerie Shoshana. Après, il y a eu Yarden, mais il n'y avait pas de restaurant kasher dans le 19e lorsque j'habitais dans le 19e. D'après ce que nous a dit Madame Picard, Zichrona Livracha, la directrice de Lucien de Hirsch, nous avons été la 3e famille juive du 19e. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, j'ai donc grandi dans le 19e, tout simplement parce que mes parents voulaient qu'on soit à l'école juive, et puis donc à Lucien de Hirsch. Et d'ailleurs, avec le temps, c'est une histoire assez incroyable. Donc, lorsque ma mère était enceinte de mon grand frère, qui a 3 ans de plus que moi, donc elle a été juste après l'accouchement. Donc à l'époque, les listes d'attente à l'école Lucien de Hirsch étaient très très longues, et donc elle a été inscrite mon frère à l'école, et en déposant la ketouba sur le bureau de la directrice, Madame Picard a vu donc que ma mère avait comme nom de jeune fille Sobolevicius ou Sobol, et elle lui a dit mais vous êtes la fille de l'horloger? Alors là, ma mère très étonnée qui lui dit oui, tout à fait. Elle lui dit mais alors pendant la guerre vous étiez caché à Jarnage, dans la Creuse. C'était fort les Picards. Oui. Et il s'est avéré que donc la famille de Madame Picard, Zichrouna Livracha, la famille Schwab, était cachée dans le même village à Jarnage dans la Creuse que ma mère qui est née en 1943 et que mes grands-parents.
Et donc, suite à cela, juste après, un des enfants Picard, je ne sais plus lequel, s'est marié juste après. Et dans la cour de l'école Lucien de Hirsch, il y a eu donc les retrouvailles entre la famille Schwab, enfin Madame Picard, et mes grands-parents. Et ça, c'est donc pour la petite histoire autour du 19e. Si on avait su, on aurait recherché un document d'époque, une photo, quelque chose pour illustrer. On aurait pu. Ariel, ça se passe dans quelles années? On a du mal à cerner et tout. Je suis né en 1974, comme ça c'est dit. Et donc, en fait, je suis ce qu'on appelle un pur produit de la communauté juive de France. Mon père lui-même était déjà aux EI et également élève à l'école Lucien de Hirsch chez Yavne. Donc moi, je grandis dans le 19e, donc école Lucien de Hirsch. Très vite, je m'intéresse également au militantisme et au monde des mouvements de jeunesse. Mon père me dit à ce moment-là, tu vas aller aux EI, puisque mon père lui-même était aux EI. Donc je me retrouve au groupe local de La Victoire, où à l'époque était dirigé par J.P. Bader, Zichrono Livracha, qui était également... Un grand nom de l'éducation. Voilà, un grand nom de l'éducation, qui était également donc, le RGL, comme on dit aux EI, le responsable de groupe local à l'époque de mon père. Et puis, à l'âge de 12 ans, enfin 13 ans, comme ça se faisait à l'époque, je passe en classe de 4e, et donc là, je pars à l'école Yavne. Et dans le même temps, je décide de pratiquer Shabbat, on va dire ça comme ça, avec mon frère d'ailleurs. Et là, il y a eu en fait un petit dilemme, puisque vu qu'à l'école Yavne, il fallait également faire ses devoirs, c'était une école sérieuse. Donc je ne pouvais pas aller aux EI le dimanche et également faire mes devoirs le dimanche et ne pas aller faire le Shabbat puisque je pratiquais Shabbat. Et donc j'ai cherché un autre mouvement de jeunesse où l'activité n'était pas le dimanche mais était le Shabbat. Et donc je me suis retrouvé au Bnei Akiva où là j'ai fait on va dire une longue carrière en tout cas en gravissant tous les échelons. Et voilà, et donc l'école Yavne jusqu'à l'âge de 17 ans. Et à l'âge de 17 ans, à la fin de la première, je fais mon Elia. C'est amusant ce que tu as raconté. On va aller de découverte en découverte, parce qu'on t'imaginait religieux depuis la naissance de... Depuis Moïse, ouais, depuis Moshe Rabbeinu. Ouais. Depuis à peu près. À peu près, ouais. Donc, tu arrives en terminale, c'est ça, à Yavne, et tu décides, tu nous dis de faire ta Aliyah. Alors en fait, l'histoire est la suivante. Mon frère était venu en Israël déjà 3 ans avant. Pour moi, il était sûr et certain qu'à l'époque, j'avais décidé de faire mon Aliyah. D'ailleurs, il y a une histoire qui... c'est pas dramatique, mais en fait, en classe de première, en début de première, ça je me rappelle très bien, j'étais un soir à Gare du Nord à 18h. Et là, comme c'était le cas pour beaucoup de gens, j'avais décidé de mettre la kippa dans la rue. À l'époque, c'était peut-être un peu moins dangereux qu'aujourd'hui. Et puis évidemment, est arrivé ce qui devait m'arriver, c'est-à-dire qu'un jour, un soir à 18h à Gare du Nord, je me balade, donc je me fais gentiment agresser, mais rien de grave, on va dire, dans le métro. Je me fais piquer mon manteau par 3 jeunes, on va dire ça comme ça. Et là, je me suis retrouvé... donc rien de violent, hein, juste ils m'ont dit écoute, soit tu nous files ton manteau, soit ça va mal se finir. Donc j'ai enlevé mon manteau, je l'ai filé. Je me suis retrouvé un peu les fesses par terre et j'ai été très très étonné en fait par le fait que personne m'avait aidé. Il était 18h, Gare du Nord, il y avait des milliers de gens autour de moi et personne m'avait aidé. Donc là je me suis dit bon, entre l'éducation sioniste de mes parents, de l'école Lucien de Hirsch, de Yavne et du Bnei Akiva, c'était pour moi évident. Enfin c'était vraiment la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Et donc j'avais prévu de partir à la fin de la terminale et donc à la fin de vers la milieu de la classe de première. Ma maman vient me voir et elle me dit qu'elle a reçu une offre d'emploi en Israël. Wow. Et que soit elle l'accepte et on part à la fin de l'année, soit elle n'accepte pas et donc je partirai en fin de terminale, mais elle ne sait pas ce qui s'avérera. Et donc voilà, nous décidons de rejoindre Israël à la fin de cette année-là. Ma maman va habiter à Jérusalem avec ma sœur, mon frère était déjà en Israël. Et donc moi, j'arrive en Israël, il faut bien que je termine mes études lycéennes, on va dire, et donc en terminale, j'étais à Kfar Maimon, avec d'ailleurs un homme qui m'a fait découvrir ensuite énormément de choses. J'ai tout de suite été presque bouleversé par son enseignement. Il était là à cette table il n'y a pas longtemps. C'est mon ami Laura Velikling qui m'a fait découvrir un enseignement de la Torah comme je ne l'avais jamais pu même le percevoir avant même de le rencontrer à Kfar Maimon en 1992. Une Torah, on peut aussi rigoler, voir la perspective, un peu la dimension peuple derrière la Torah, et pas seulement personnel et mitzvot. On a l'impression que ton parcours est quand même jalonné d'événements comme ça, ce fameux manteau qu'on prend dans le métro, cette sensation qu'on ne va pas t'aider, et puis ta mère qui reçoit
la proposition de travail pratiquement en même temps, etc. Pourtant, les Juifs ashkénazes ne sont pas connus pour être des grands superstitieux. Tu as quand même senti des fois que le destin te poussait un peu vers quelque chose? C'est arrivé dans des moments de down, des fois, de te dire, mais attends, il y a quelque chose quand même là-dessous. Ouais, je sais pas si c'est le destin ou si c'est autre chose, mais enfin, je pense que très très vite dans ma vie, on va dire comme ça, mais c'est pas un secret, mes parents ont divorcé lorsque j'avais 12 ans, et donc très très vite j'ai compris qu'il fallait prendre ses responsabilités. Je me suis retrouvé, il faut comprendre qu'à l'époque, on va pas parler de ça maintenant, mais enfin, le divorce était beaucoup moins... malheureusement beaucoup moins fréquent qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est presque l'inverse, quoi. Tes parents sont voilà, pas divorcés, c'est à peu près ça, malheureusement. Et donc j'ai très vite compris en fait qu'il fallait que je fasse mes propres choix, et mes parents m'ont toujours soutenu dans presque tous mes choix, enfin même dans tous mes choix. Et donc à partir de là, je ne sais pas si c'est le destin ou pas le destin, mais à chaque fois que je suis arrivé à un croisement, j'ai toujours été pour tenter également des nouvelles aventures, même si c'est forcément presque tout le temps dans ce cadre-là de l'histoire du peuple juif. Et en fait, on en reparlera peut-être, mais même dans mes choix professionnels de quitter Israël pour partir 4 ans Shlichut en France avec toute la famille, ça aurait pu... Pour certains, c'était presque une folie, et voilà. Et pour d'autres également, mes collègues de l'agence juive, c'est rigolo, lorsque j'ai quitté l'agence juive après presque 17 ans de service dans le secteur public, pour certains, c'était également une folie douce d'aller rejoindre une ONG comme Kadita. Mais ça fait partie de mon tempérament, c'est-à-dire d'abord de rechercher toujours des nouveaux défis, et toujours dans un optimisme particulier, on va dire ça comme ça. Sympa. Alors viens, on va te suivre quand même dans cette aventure, l'aventure de la Shlichut, mais tout d'abord dans l'aventure de l'Alia. Donc tu arrives à Kfar Maimon, tu rencontres entre autres le Rav Eli Kling, qui est connu dans la communauté francophone aussi pour être un rabbin super ouvert, super sympa, en même temps très drôle. Vraiment un nouveau style de rabbin comme ça. Mais quoique les rabbins francophones aiment bien pratiquer l'humour et tout, mais chez lui c'est quand même très performant. Et effectivement, donc tu finis, je suppose que tu as ton bac, alors il faut commencer à imaginer maintenant l'armée. Ouais, peut-être juste avant ça, autre chose sur Kfar Maimon, Okay. parce que ça c'est une histoire que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais qui est encore une fois incroyable sur la famille Kling. C'est qu'entre autres, évidemment, on était très idéalistes, et puis on voulait aussi se faire un peu d'argent de poche, donc on s'était dit, finalement, si on peut travailler un peu dans les champs, on va dire ça comme ça, enfin, c'était pas le kibbutz, et en plus se faire un peu de pognon, pourquoi pas. Et donc, en fait, le papa du Rav Kling, Zichrono Livracha, donc le rabbin Jean Kling, il aimait bien, lui, dire aux jeunes, venez chez moi, il y a un peu de jardinage à faire. Et de nombreuses années après, on nous a dévoilé en fait qu'il n'avait pas du tout besoin de ça, et que en fait, lorsque un jeune venait pour creuser un trou parce qu'il lui avait dit de creuser un trou dans son jardin, celui d'après lui demandait de reboucher le trou. Et ça, c'est quelque chose c'est pour moi, c'est une histoire incroyable qui me suit également, enfin de voir quelle était la perception également de ces personnes. C'était même pas du chesed, c'était vraiment de l'éducation pure et dure, de permettre à un jeune de lui donner l'impression de travailler, etc. Mais c'était véritablement pour nous faire aimer la terre d'Israël également. Et donc après, effectivement, après le bac, suite à mes quelques discussions donc avec le Rav Kling, je lui avais en fait demandé, bon alors ok, si maintenant je veux continuer, mais sauf que je ne vais pas rester avec Kfar Maimon puisque j'ai eu le bac. Alors il m'a dit, écoute, tu vas aller voir ce qui se passe à Rehov Jabotinsky à Jérusalem. Alors je connaissais déjà, puisque mon frère avait fait 1 an chez le Rav Bochko, Zichrono Livracha, donc le papa du Rav Shaul David, le Rav Moshe Bochko, Zecher Tzadik Livracha. Et donc j'ai été voir le Rav Moshe Bochko et je lui ai dit, j'aimerais étudier à la Yeshiva, et il m'a répondu pourquoi. Alors j'étais très étonné, moi je pensais qu'il allait me dire, allez, on commence tout de suite. Et en fait j'ai dû, pendant plus d'1 heure, le convaincre de m'accepter à la Yeshiva. Et je me rappelle qu'à la fin il m'a dit, mais il faut que vous m'expliquiez quand même à long terme qu'est-ce qui vous pousse à rentrer ici. Et en fait en voyant tous ces livres, je lui ai dit, c'est vrai que j'étais à l'école juive, etc., mais c'était juste avant la fête de Sukkot, je me rappelle très bien, je lui ai dit, mais vous savez, si vous me demandez de parler du Hétrog pendant 3 minutes, pendant 30 secondes, je saurais peut-être le faire, mais pendant 3 minutes, je ne saurais pas. 3 minutes, ce sera plus difficile. Et là, il m'a dit, asseyez-vous ici pendant 2 ans, et on en reparlera. Et donc, je suis rentré dans l'aventure du projet Bochko, on va dire, et véritablement, on va dire, après la famille Picard que j'avais découvert en France, j'ai découvert la famille Bochko, qui a été également une des pierres angulaires de la construction de mon identité. Et j'ai donc étudié à la Yeshiva,
dans le projet qui s'appelle jusqu'à aujourd'hui le Machal Esder, c'est-à-dire Mitnadve Chutz Laaretz dans le cadre du Esder, donc les gens qui étudient dans le cadre des Yeshivot Esder et qui s'engagent également dans les rangs de Tzahal. Alors on va en reparler tout de suite, mais les Kling, les Botchko, Bader sur le chemin, etc. Il y a quand même de belles rencontres. On va en reparler tout de suite parce qu'on doit finir la première partie de Plein Lado. À tout de suite Ariel, on continue avec toi. À tout de suite. Alors, nous avions laissé Ariel Kandel nous raconter comment il avait eu un parcours jonché de grands éducateurs et on voulait lui poser une question. Il était rentré à l'époque dans la yeshiva du Rav Moshe Botchko pour avoir quelque chose à dire de plus de 30 secondes sur le hétrog. Aujourd'hui, si on te posait la question, tu pourrais nous en faire 5 minutes. Ouais, je pense que je pourrais en faire 5 minutes. Très bien, on va pas te la poser. Bon, d'accord. Dommage. Le loulav peut-être, le loup non plus. On va pas te le faire. C'est d'abord pour peut-être Rosh Hashanah, on te réinvitera. Je repasserai. Voilà. L'Ikrat Achagim, tu repasseras, tu auras le temps de te préparer. Okay. Donc, tu étais au Machal Esder. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Machal Esder, donc, comme le programme le veut, et c'est également forcément un rêve, d'intégrer également donc, les rangs de Tzahal. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé, heureusement d'ailleurs. C'était un rêve d'enfant, finalement, on va dire de porter l'uniforme de Tzahal. Et donc, effectivement, je me retrouve engagé à l'armée israélienne, alors sur un concours de circonstances d'ailleurs dans l'unité des Golani. Faut bien comprendre qu'à l'époque, aujourd'hui, heureusement, entre autres grâce à quelques associations comme le CNEF, comme Tzahal Connection, il y a aujourd'hui beaucoup de renseignements qui sont donnés avant l'enrôlement à l'armée israélienne. À l'époque, ça n'existait pas du tout. En gros, on m'a demandé à l'époque ce que je voulais faire à l'armée. Je ne savais même pas ce qu'on pouvait faire. Aujourd'hui, les jeunes sont au courant de tout. Et donc, je me rappelle très bien que j'ai dit, moi, je sais pas, je vais être combattant. Donc, je ne sais même pas ce qu'a écrit la fille au Bakoum, donc, lorsque j'étais enrôlé. Et donc, je me rappelle, on arrive là-bas le jour de l'enrôlement. Et puis, on me dit, tu montes dans cet autobus. Et puis, au dernier moment, on me dit, non, finalement, tu montes dans l'autre. Donc, je suppose qu'il leur manquait des mecs dans l'autre et qu'ils ont pris les Olim qui ne discutaient pas, qui ne comprenaient de toute façon rien. Et donc, on s'est retrouvés dans l'unité de Golani. D'ailleurs, toi qui es un ancien Tikvatenu, avec 2 personnes qui, après l'armée, feront la Shlichut à Tikvatenu, Yossi et Daniel. Et voilà, donc on est parti pour une aventure dans les rangs de Golani qui, malheureusement, il faut également le dire ici, a été entachée très vite par la perte d'un de nos meilleurs amis. On était en fait 2 groupes à l'époque de Olim. Un groupe qui a été enrôlé en Golani et l'autre en Shirion, donc dans les tankistes. Et au bout de 2 semaines d'armée, un de mes meilleurs amis, quelqu'un qui avait suivi mon parcours, qui était avec moi en fait depuis Lucien de Hirsch, depuis le GAN à Lucien de Hirsch, Daniel Fingerud Zichrono Livracha est tombé dans les rangs de Tzahal durant un entraînement et a perdu la vie. Et c'est également un des tournants. Nous avions ensemble, il était aussi un ancien des EI, on avait beaucoup des discussions sur la suite, en fait, sur ce qui allait se passer après l'armée. Et j'étais pas véritablement convaincu qu'après l'armée, il fallait retourner en France pour faire une shlichut, pour donner à la communauté. Moi, j'étais plus construire en Israël, etc. Et lui, toujours, il me disait, mais t'es qu'un sale égoïste. Je lui dis, quel égoïste? On est à l'armée, tu me dis que je suis égoïste. Et je pense que la perte de cet ami a fait que également, plus tard, ça a influencé également sur mon parcours. Et c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Et d'ailleurs, cette année, ça fera cet été 25 ans que Daniel nous a quittés. Et mon fils, mon premier enfant, mon fils d'ailleurs, s'appelle Dan Eli, donc les lettres de Daniel. C'est toujours impressionnant d'entendre les débats des fois entre Israéliens, francophones, Israéliens qui montent sur que viennent chercher les Olim de France. Et pendant ce temps-là, pendant qu'il y a les débats, des Olim montent chaque année, font l'armée, font des unités d'élite. On a l'impression qu'il y a comme un décalage entre le débat qui se passe, qui est très théorique, et la réalité. La réalité du terrain, c'est qu'il y a des centaines, voire des milliers de Olim qui montent et qui s'intègrent calmement, avec toutes les difficultés, qui surmontent tout et qui, des fois, laissent même leur vie, etc. en chemin, mais sans faire beaucoup de bruit, sans laisser une trace, si ce n'est dans le cœur de leurs amis, etc., parce que c'était Israël et parce que c'est tout. On construit le pays. Et je pense qu'on est tellement plus près de la véritable image de l'Alliance de France quand on la voit sous cet angle-là. On en reparlera tout à l'heure avec les études qui ont été faites et les articles, mais comment tu arrives toi-même à l'agence juive après ces trucs-là? D'abord, juste avant, pour parler de ce que tu viens de dire, sur la complexité également,
C'est également à l'armée que j'ai appris la complexité de la société israélienne. Ça, c'est également quelque chose que je ne pourrais pas oublier. Évidemment, lorsqu'on vient de France et qu'on a un peu subi l'antisémitisme, et j'ai dit avant que je m'étais fait piquer mon manteau, etc. D'ailleurs, moi, j'avais même pas d'amis non juifs en France. J'avais que des amis juifs, puisque j'ai fait toute ma scolarité, toute ma vie était dans la communauté juive. Et je me rappelle très bien, donc on arrive là-bas à l'armée au bout de la formation. Et là, c'est une histoire assez incroyable. On me dit, en fait, on arrive au sud Liban. À l'époque, Israël était encore dans la bande protectrice entre le nord d'Israël et le sud du Liban, donc au sud Liban. Donc il y avait là-bas, entre autres, le Hezbollah qui se baladait. Et donc on m'explique que moi, je vais être le premier. Je courais un peu vite à l'époque. J'étais un peu plus sportif qu'aujourd'hui. Et puis on me dit, tu vas être le premier, etc. Je fais OK. Et on m'explique, en fait, il y a un gars qui doit me couvrir mes arrières. Et c'était le Druze de la compagnie, enfin de la Plouga, comme on dit, puisque les Druzes font l'armée en Israël. Et tout d'un coup, donc on rentre au sud Liban, donc faut être quand même pas mal concentré, c'est pas, faut avoir les yeux bien ouverts, comme on dit. Et en fait, tout d'un coup, je me rends compte que non seulement j'ai un copain maintenant qui est pas juif et qui est Druze, qu'en plus il a une arme. Et que troisièmement, un de ses rôles, c'est de me protéger le dos. Et là, je me suis dit, ça y est, je suis à fond dans la société israélienne. Il y a encore quelques mois, j'étais en France à avoir peur des gens dans le métro. Et là, celui qui me garde, il n'est pas juif, il est druze, et c'est lui qui fait le boulot. Et je me rappelle que je me retournais toujours, dans la première fois qu'on est parti, j'étais tout le temps en train de me retourner, de le regarder. Et lui, il me disait, mais qu'est-ce que tu me regardes? C'est là-bas qu'il faut regarder. Donc ça, c'est à propos de complexité. Et c'est très important également de le dire au Olim que à un moment, il y a une possibilité également de comprendre la complexité de la société israélienne et il faut faire l'effort pour la comprendre. Alors, on a l'impression qu'effectivement, après ce passage avec Frère Maïmon et puis l'armée dans les Golanim, qu'on retrouve un peu un Ariel un peu nouveau. En plus de ce passage de la yeshiva du Rav Botchko, mais un Ariel un peu nouveau qui commence à avoir une perspective, une vision même sur le peuple juif beaucoup plus large que celle qu'il avait en France. C'est ce qui t'amène à l'agent juif? Oui, complètement. C'est ce qui m'amène en fait à la fin de l'armée à partir dans ce qu'on appelle une première shlichut. C'était l'armée nous demandait de faire ça et donc là je pars en France une première fois et donc je fais deux choses en France. La première, donc j'étais responsable du Bnei Akiva à Paris. Il faut comprendre qu'à l'époque le Bnei Akiva à Paris c'était quand même 3 groupes locaux. Il y avait donc un groupe local rue Bichat, il y en avait un à Boulogne, il y en avait un également dans le 13e arrondissement. Et j'arrive là-bas avec une équipe d'animateurs incroyable. Alors vraiment, dont le technicien de Studio Kalita aujourd'hui, pour ne pas le nommer. Nommons-le. Voilà, David Amara, qui est derrière la vitre. Et là, ça c'est donc là, je découvre, enfin je savais, mais c'est être responsable de plusieurs centaines de jeunes quand même. À l'époque, on parle de plusieurs centaines qui étaient et le Shabbat en activité et dans les camps de vacances, dans les machanot du Bnei Akiva. Et la deuxième chose, je suis également, puisque à propos de savoir si je pouvais enseigner sur le Etrog ou pas, donc je ne me suis pas démonté. J'ai été voir à l'époque la directrice de Yavne, Odile Cohen-Namia, et je lui ai proposé donc d'être prof à l'école Yavne. Et elle m'a dit oui. Elle m'a dit, il y a une condition, que tu te fasses vouvoyer. Alors je lui ai dit, bon, de toute façon, oui, ok. Sauf, j'avais quand même, je sais pas, 20 ans, 21 ans, et donc j'avais des élèves qui avaient 14, 15, 16 ans. Et je lui ai dit, mais comment ils vont m'appeler? Ils vont pas m'appeler Rav, puisque nous on appelait les gens Rav, etc. Je suis pas Rav. Elle me dit, c'est ton problème, mais tu te fais vouvoyer. Donc il m'appelait ni Monsieur ni Rav. Finalement, j'ai opté pour Moré, c'était très bien. Et donc j'étais également pour le Moré Candel pendant une année à l'école Yavne, qui a été également une expérience assez incroyable. Et donc largement là, je rentre dans ce monde-là. Et très vite, à mon retour en Israël, au bout d'un an, en plus de mes études universitaires, je décide de poursuivre, on va dire, ce cursus-là. Et pendant de nombreuses années, j'ai également été ce qu'on appelle Madrich Chevrati, animateur et également guide au sein de la Chavaya israélite. Et là, c'est véritablement l'entrée dans le monde de l'agent juif. Au niveau des études à l'université, tu avais opté pour quelle j'avais opté, je ne savais pas trop, mais j'avais décidé que si je commençais quelque chose, je le terminerais. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai fait en fait ce qu'on appelle un Toar Rishon, 4 ans d'études au Machon Lev, en Cheshbonaut Neulit, donc comptabilité et gestion d'entreprise. Plus tard, j'ai également fait un Toar Sheni, donc un Master 2, comme on dit en France, en éducation juive à l'Université hébraïque de Jérusalem. Et dans toutes ces années d'études, en fait, au-delà des études, j'étais plus souvent sur le terrain avec des groupes plutôt que
plutôt que, on va dire, à la fac. Je faisais les deux, mais finalement, j'ai quand même eu les diplômes et ça également. Avec en plus, on pourrait dire en 1998, la découverte d'un nouveau monde pour moi, c'est-à-dire l'enseignement et de la transmission de la Shoah, avec à l'époque mes 2 compères, on pourrait dire ça comme ça, 3 d'ailleurs, les 3 compères, Uriel Feinerman, Shlomo Balzan et Gérard Soufir, qui nous a fait confiance pendant de très nombreuses années pour mener les groupes de Yavne sur les traces de notre peuple en Pologne. On va arriver directement à la Pologne, etc. On va continuer avec toi dans ton parcours à l'Agence juive. Une petite question quand même sur tes études. C'est un peu intéressant parce qu'en général, quand un type est bon en éducation, etc., on sait qu'il est très souvent assez nul en rigueur, finance, et l'inverse. Les grands financiers et tout, ils comprennent rien aux histoires éducatives. Tu avais ces 2 côtés-là, tu les sentais quand tu fais de la rigueur. Je pensais peut-être pas à la rigueur, mais ce que j'appelle aujourd'hui l'esprit de synthèse. C'est-à-dire que j'ai vite compris que j'avais, un esprit de synthèse pour d'un côté faire du management et prendre des décisions, on va dire, plus ou moins rapides et claires par rapport à mes équipes, on va dire ça comme ça. Et d'un autre côté, je pense également qu'un bon Ishrinouch, un bon éducateur, doit avoir également un très bon esprit de synthèse. Très souvent, je dis, lorsqu'on fait des conférences, ou lorsqu'on guide, ou lorsqu'on a des... Il ne faut pas tout le temps savoir exactement ce qu'on va dire, mais il faut surtout savoir ce qu'on ne veut pas dire. Parce qu'on peut tout, on peut s'imaginer, on peut s'étaler, comme disent nos chachamim, tafasta, merubel o tafasta, on peut dire des tonnes de choses, et à la fin, que les jeunes en face ne retiennent pas grand-chose. Et donc, cet esprit de synthèse, je pense, m'a aidé également dans ma carrière d'éducateur à également arriver également à toucher l'essentiel pour pouvoir être un bon éducateur dans ces différents domaines. Et d'ailleurs, la première partie, on va dire, de ma carrière à l'Agence juive pendant plus de 7 ans, entre l'an 2000, puisque j'ai commencé le 2 janvier 2000, ça s'oublie pas, puisque le 1er janvier 2000, je me rappelle très bien, c'était un Shabbat. Donc entre le 2 janvier 2000 et 2007, pratiquement pendant 7 ans, j'étais à la direction, j'étais directeur adjoint de ce qu'on appelle le Machon la Madrichim, donc l'Institut de formation d'animateurs, qui est le plus grand institut de formation d'animateurs au monde, qui existe jusqu'à aujourd'hui et qui a formé depuis 1946 un programme qui a ouvert avant la création de l'État d'Israël des centaines et des milliers d'éducateurs, dont des très connus comme Stanley Fischer, qui a dirigé la Banque d'Israël, ou comme Eli Kakou d'ailleurs, qui a été également un des membres du Machon la Madrichim à Jérusalem. Deux bons exemples. De parcours. Voilà, 2 parcours bien parallèles. On voit que pour toi, les 2 parcours sont importants et intéressants. C'est ce qui en dit aussi beaucoup. Exactement. Sur toi. Exactement. À quel moment tu vas être nommé pour aller diriger l'Agence juive à Paris ? Alors ça, c'est une histoire qui est... Et si déjà, excuse-moi de te couper et d'élargir un peu, à quel moment tu rencontres aussi Nathan Sharansky ? Parce que Ariel Kandel et Nathan Sharansky, c'est un peu comme Ariel Kandel et Shlomo Balzan, des fois du mal à séparer. Effectivement, c'est aussi un personnage qui est essentiel dans ma vie jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Je suis très souvent là-bas, chez lui à la maison, pour discuter de plein de choses. En fait, l'histoire, c'est qu'en 2010, donc je suis à l'époque, j'ai quitté déjà le Machon la Madrichim, mais je suis directeur de ce qu'on appelle le Desk Europe à l'Agence juive. Et là, en fait, arrive Sharansky à la tête de l'Agence juive, et tout de suite, Nathan décide, alors certains n'ont pas aimé ça, mais décide de changer la stratégie principale de l'Agence juive et de transformer l'Agence juive dans une institution qui a pour but principal de renforcer l'identité juive des jeunes à travers le monde, à travers le biais d'Israël. Il partait du principe que certaines personnes ne sont pas assimilées grâce à la religion, grâce à la pratique de la religion, mais que d'autres jeunes, leur seule chance de ne pas s'assimiler, c'est en fait le lien avec Israël. Ça avait fait scandale à l'époque. Ça avait fait un peu scandale. Ingérence, même dans les communautés juives. Tant que vous parlez d'Alia, ça allait, mais si vous parlez identité juive. Ouais, alors ça avait fait scandale en diaspora parce qu'on marchait sur les plates-bandes, et ça avait fait scandale en Israël parce que tout d'un coup, l'Agence juive ne s'occupait pas que de Alia. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que Nathan vient, il sait, il apprend, il entend qu'il y a un petit jeune, on va dire ça comme ça, j'avais 35 ans, 36 ans, qui est en fait au Machon la Madrichim, et il se dit sûrement, pourquoi pas lui, pour partir en France et diriger justement cette stratégie. Et donc, il m'a téléphoné. Je suis pas sûr qu'au début, j'ai vraiment cru que c'était lui. Parce qu'il faut comprendre que quand même... Il y avait des copains du Bnei Akiva qui aimaient bien faire des blagues. Voilà, exactement. Et puis deuxièmement, c'est pas très original, mais il faut savoir que quand j'avais 8, 9 ans, 10 ans, le dimanche matin à Paris, donc on se levait, nous, à 6h du matin parce qu'on jouait au Maccabi, on va peut-être en reparler.
Je jouais arrière droit au Maccabi, donc il fallait se lever très tôt le dimanche matin pour aller jouer sur les pelouses dans la région parisienne. Et à l'âge de 10 ans, très souvent, on nous disait cet après-midi, il va falloir aller à Bastille ou à République pour faire une manif pour libérer les Juifs du RSS. Et donc la Sharansky m'appelle, Nathan m'appelle et il me dit bon, c'est à ton tour. On discute et en fait très naturellement. Et il a peut-être pensé que c'était une blague d'ailleurs au début. Je lui ai dit il n'y a pas de problème, il va falloir quand même que je demande à 2 personnes, à ma femme d'abord et à ma mère. Alors il me dit quoi, ta mère? Alors je dis ouais, à ma mère, parce que d'abord elle habite en Israël et elle habite pas loin de chez moi. Et deuxièmement, parce que si je suis là, c'est peut-être un peu grâce à elle aujourd'hui. Alors elle me dit ah bon, pourquoi? Et donc je lui explique d'abord que ma mère, comme d'autres, forcément faisait les fameux voyages en URSS à l'époque, sans dire à ses enfants qu'elle le faisait d'ailleurs pour aller apporter aux Juifs d'Urs pas mal de choses, des mezuzot, des livres d'hébreu, etc. Mais surtout, je lui raconte que lorsque moi j'avais 8-9 ans, donc lorsqu'on rentrait à la maison, elle nous disait voilà, maintenant vous allez vous asseoir devant le téléphone, vous allez composer ce numéro et vous allez dire au combiné libérez Sharansky. Alors aujourd'hui, il faut quand même rappeler à nos auditeurs qu'à l'époque, faire un numéro, ça prenait 10 minutes, c'était avec le téléphone, là, avec le truc, là, avec le cadran, là, ce qu'on appelle le téléphone Kruger en hébreu. Et alors non seulement ça me prenait 10 minutes pour faire le numéro, mais quand je disais libérer Sharansky, on me raccrochait au nez en fait. Donc j'ai dit à ma mère, t'es bien gentil, mais d'abord ça me prend 1 heure de faire le numéro, deuxièmement il me raccroche au nez, troisièmement ce Sharansky, je sais pas qui c'est. Et donc elle m'a expliqué que le numéro de téléphone c'était le numéro de l'ambassade du RSS à Paris et que des milliers, des dizaines de milliers de Juifs à travers le monde manifestaient entre autres, on les rendait fous en fait au téléphone en leur faisant sonner le téléphone. Et donc j'ai dit à Nathan, tu comprends bien maintenant qu'il va falloir quand même que tu appelles ma mère. Et il a appelé ma mère. Et je sais plus ou moins ce qu'il s'est dit là-bas. J'étais pas présent quand il a appelé ma mère. Et forcément qui a été très ému de ce coup de téléphone. Et donc en octobre 2010, 2 mois après la naissance de mes jumelles, puisqu'on a 4 enfants, Dan, j'ai parlé de lui, Keren également qui était née entre les deux, et mes 2 jumelles qui étaient nées donc fin août 2010. Donc 2 mois après, on prend les valises et on part habiter en France. Alors on va y revenir tout de suite dans la 3e partie de Plein Lado et on se quitte en attendant sur cette petite note où Ariel Kandel a milité pour que Sharansky puisse monter en Israël et Sharansky milite pour envoyer Ariel Kandel en France. C'est très intéressant. À tout de suite dans la 3e partie. Ariel Kandel arrive en France, donc, envoyé par Nathan Sharansky. Ça fait surréaliste. C'est énorme, c'est énorme. Ça fait surréaliste. Moi aussi, j'étais dans les manifs à l'époque. Même quand il était venu en Israël, je me souviens, c'était surréaliste, parce que pour nous, c'était plus un concept qu'un bonhomme. Je me rappelle cette nuit-là au Cotel, c'était incroyable. Et donc, tu arrives en France. Tu avais quel âge à l'époque quand tu arrives ? J'ai à l'époque 36 ans. C'est pas un peu jeune pour diriger le bureau de l'agent juif ? C'est la première fois en fait que l'agent juif décide de faire confiance, on va dire. Alors à l'époque, il faut savoir que l'agent juif était séparé en 2 marchlakot, Marchlaka l'Alia et Marchlaka l'Echinour. Donc il y avait un département d'éducation et un département de l'Alia. Et donc Nathan décide de réunir le tout et de faire ce qu'on appelle une direction holistique. Je ne sais pas si ça se dit en français. New Holisti. Aujourd'hui, ça se dit, ouais. Dans une direction générale, on va dire. Il y avait aussi ce qu'on appelait un Rosh Mishlachat, mais il y avait en dessous de lui donc deux départements. Et donc, pour la première fois, il décide d'aller en fait sur un profil pour diriger toute la délégation de l'agent juif sur un profil beaucoup plus jeune, qui finalement, en fait, c'était un peu lié à sa stratégie de dire si on va essentiellement maintenant travailler sur l'identité juive des jeunes, autant envoyer quelqu'un qui est un peu plus jeune. Et donc voilà, donc je débarque en fin 2010 à cette époque-là à Paris, avec, il faut le dire, dans la première année, comme je l'ai dit avant, donc un vrai souci, un vrai travail de renforcer l'identité juive. Donc les programmes Taglit, les programmes Massa, des programmes d'enseignement. On avait fait un programme Zaït également, Zeut Yehudit Betochniot, donc identité juive dans les programmes d'enseignement dans les écoles juives. Jusqu'à malheureusement, et d'ailleurs ça va être c'est en fait la période là, donc jusque le fameux attentat très malheureux et très douloureux à Toulouse en 2011 qui a fait basculer en fait beaucoup de choses en France. D'abord les vies des familles de mes amis Monsonego et Sandler, qui sont mes amis jusqu'à aujourd'hui. Mais également la vie de la communauté et donc également le travail de l'agent juif. Et on va se retrouver en fait dans une situation où dans l'espace de quelques semaines, on va mettre en place, on va complètement chambouler le travail de la délégation de l'agent juif. Non pas qu'on n'a plus fait d'éducation juive, on en a encore fait,
mais également beaucoup d'Alia, tout simplement, comme on le sait maintenant aujourd'hui. En l'espace de quelques mois, l'Alia va tripler de 1000 à 3000, et ensuite elle va encore plus de doubler de 3000 à 8000, c'est-à-dire en un peu plus d'un an, l'Alia s'est multipliée par 8 en France, ce qui a été quelque chose d'incroyable. Alors on va résumer, parce que j'ai une question un peu incongrue, qui est un peu amusante au milieu de tout ça. Tu arrives avec un mandat d'identité, tu commences à travailler sur ça. Il y a l'attentat de Toulouse, je me souviens très bien, parce que tu m'avais même téléphoné pour avoir le numéro d'une fille de Tigvateno qui habitait Toulouse à l'époque. Nina. Oui, Nina, tout à fait, qu'on salue ici. Tout à fait. Et une fois que tu avances dans ce truc-là, donc l'ALIA commence à exploser au niveau des chiffres. Il faut presque, on change pas la politique d'agents juifs qui disait, mais il va falloir faire face à cette vague d'ALIA et tout. Et bizarrement, de Tachlichout, on se souvient super bien d'un film qui va faire un buzz pas possible en France et qui n'a rien à voir ni avec la Alia, ni avec les attentats, ni avec l'éducation juive. Un petit truc où vous dites juste avec l'agent juive, bon Rosh Hashanah, bonne année. Et ça va faire exploser. Les gens vont se souvenir un peu de Tachlichout, en tout cas de la fin de la première année. Fin de la deuxième. La fin de la deuxième, en se disant, ils ont cartonné l'agent juive avec ce clip. Ça fait pas un peu rire, ce truc-là? Tu fais des efforts partout et juste quand tu sors un truc incongru, c'est le truc qui fait peut-être le plus parler en ce temps-là. D'abord, ça c'est une histoire incroyable. Hein. On pourrait écrire un bouquin que sur cette histoire-là. D'abord, on a fait plus de 2 millions de vues. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est le film en français, parce que qui est lié à l'identité juive et qui est le plus vu aujourd'hui sur YouTube. Voilà l'identité juive. Maintenant, d'un côté c'est ça, d'un autre côté donc c'est un clip qu'on a fait à la fin de l'été en se disant si entre autres on veut parler également d'identité juive, il faut avoir l'air un peu jeune, on va faire un truc un peu cool. Et en fait ce qui est incroyable, c'est que très souvent, ça c'est une histoire que les gens connaissent pas. Et en fait donc on a fait ça sur une chanson qui s'appelle Call Me Maybe. Call Me Maybe. Et quelques semaines après, donc mon assistante me rentre dans mon bureau, elle me dit on a Universal au téléphone. Je fais pardon. Donc les studios Universal avec le globe là qui tourne. Et là en fait, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit soit, je sais pas, ils vont peut-être nous attaquer parce qu'on avait quand même vérifié. Il faut savoir que si on fait pas d'argent, si c'est quelque chose qui est lié à une ONG, donc on a le droit d'utiliser des mélodies et de faire des parodies. À partir du moment où on ne gagne pas d'argent. Et ça, on l'avait vérifié. Et là, j'ai eu une sueur froide en me disant, mais ça se trouve, on a mal vérifié, le mec, il va me foutre un procès aux fesses, etc. On a fait 2 millions de vues, c'est le délire. Et donc, j'ai eu ce coup de génie, je lui ai dit, écoute, tu vas lui dire la chose suivante. Tu vas lui dire que s'il veut me voir, il faut qu'il vienne à mon bureau. Je me suis dit, s'il vient à mon bureau, place de Catalogne, c'est que ça va bien se passer. S'il me demande que moi j'y aille, c'est que c'est mauvais. Et il a accepté de venir. Et en fait, il est venu et il nous a dit écoutez, on a vu votre truc, c'est tout simplement incroyable. On vient de signer un accord avec Ivry Leader. Est-ce que vous voulez faire le clip de Ivry Leader pour la promotion en France ? Alors, je lui ai dit écoute, je ne sais pas trop, etc. Il a tenu à ce qu'on rencontre Ivry Leader. On l'a rencontré, qui d'ailleurs est un gars qui est assez incroyable, hyper sioniste, qui avait fait d'ailleurs des shlichuyot aux États-Unis pour l'agent juif également. Mais bon, on lui a expliqué, écoute, c'est pas notre métier. On a eu, je pense, un gros coup de chance ou pas. Mais en tout cas, c'est pas notre métier. Notre côté amour de la scène dit oui, mais on est l'agent juif, c'est quand même plus dur. Voilà, c'est quand même plus dur. Ouais. Mais ceci dit, c'est vrai que souvent on me le rappelle, c'est resté un coup assez incroyable et qui restera d'ailleurs toujours parce que maintenant, voilà, c'est des choses. À l'époque, il fallait retrouver des photos, etc. Aujourd'hui, vous tapez Shana Tova, Call Me Maybe, et vous tombez sur ça. C'était un très 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 gros coup de com très réussi de l'agent juif en France à l'époque. Donc en dehors de ce clip qui était une anecdote mais amusante vraiment au milieu de cette shlichut, donc ta shlichut va rester quand même assez célèbre pour cette hausse de l'ALIA subite qui dure jusqu'à aujourd'hui parce qu'on n'est toujours pas dans les chiffres de l'ALIA d'avant l'attentat de Toulouse et d'avant cette période un peu exceptionnelle, etc. Et dans toute shlichut, on pourrait faire encore 2 émissions sur ce que vous avez pu faire là-bas, mais on est toujours pris par le temps. Il y a le retour de shlichut. Et on sait qu'autant une shlichut comme tu avais fait d'1 an pour un mouvement de jeunesse, c'est toujours sympa. Retour de shlichut où finalement tu as été le chef du bâtiment de l'agent juif avec toutes les responsabilités et tout ce que ça veut dire.
revenir de Schlichut, c'est toujours un peu difficile pour les Shlichim. Il faut retrouver des repères, il faut retrouver au niveau boulot qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie vraiment, où je vais aller, même si la Jean Juive me réintègre dans un truc et tout. Descendre un peu de cette espèce de statut qui est toujours un peu spécial quand on a beaucoup de responsabilités en route l'arrête et beaucoup de vues de gens qui regardent, qui connaissent votre nom. Comment t'es revenu, toi? Comment vous avez fait? D'abord, à la base, on signe des contrats de 2 ans. On sait que ça peut durer jusqu'à 5. Donc j'ai prolongé 2 fois pour faire 4 ans. Et vers le milieu de la 4e année, on m'a proposé une 5e. Et j'ai dit non. Et pour les gens de la Jean Juive, c'était très étonnant. Comment tu peux dire non? 8000 olim, personne n'a jamais fait ça en France. C'est incroyable. Massa cartonne, Taglit ça va. Vogue sur le succès. On avait également fait un projet pour ne pas te citer avec les mouvements de jeunesse, essentiellement d'ailleurs avec le DEJ et Tikvateinu, avec mon ami Ariel Amar qui dirigeait le département à l'époque éducation du Fonds social. Donc il y a quand même pas mal de choses. Et en fait, ce que j'ai expliqué à l'époque au directeur général de l'Agence juive, Alan Hoffman, et également à Nathan Sharansky, je leur avais expliqué, écoutez, ça fait 4 ans que je suis là, et plus j'avance dans ma shlichut, et plus je me rends compte qu'il faut quand même avoir un œil bien avisé sur la klita en Israël, sur l'intégration en Israël, et que finalement, même en termes d'encouragement de la LIA, le meilleur encouragement de la LIA, à mon humble avis, c'est une bonne intégration et pas forcément de faire des salons à répétition en France. Pas que je sois contre les salons à répétition en France, mais j'étais intimement convaincu que ce n'était pas suffisant. C'est bien d'envoyer les gens, mais il faut savoir qu'ici, il y a tous les services et pour les accueillir le mieux possible. Exactement. Et donc, j'ai décidé de revenir. Certes, ce n'est pas facile quand tu reviens, mais j'en étais extrêmement convaincu. Et en fait, c'est comme quand on fait son Aliyah. Ça nous arrivait à tous quand on fait notre Aliyah. Très souvent, on a parlé un peu de l'armée. On a tous ces Israéliens, ces Sabras qui viennent nous dire « Mais t'es fou, c'était mieux en France, la Tour Eiffel, pourquoi t'es venu, etc. » En fait, quand on est convaincu, c'est beaucoup plus facile. Et donc, le fait que je t'ai convaincu qu'il fallait revenir, c'était quelque chose qui était pour moi évident. Même si, encore une fois, on avait en France une belle réussite. Et pour ne pas citer également mon épouse Isabelle, qui dirigeait également là-bas un institut pour des enfants qui avaient besoin, on va dire, d'un suivi, puisque ma femme est donc un DEA en psychologie cognitive et qu'elle était élève du professeur Feuerstein. Donc elle-même avait monté un centre en France qui réussissait de façon également extraordinaire. Mais voilà, quand il faut revenir, il faut revenir. On a fait un choix de venir habiter en Israël et pas en France. Et surtout un choix, à mon avis, également de parler d'intégration et de s'occuper d'intégration. Et c'est ça qui m'a fait revenir. Et d'ailleurs, lorsque Nathan Sharansky m'a posé la question qu'une seule fois, il ne me l'a pas posé 2, on se connaît assez bien, il me dit bon ok, j'ai compris, tu resteras pas une 5e année, donc reviens et on verra. Alors tout à l'heure, dans quelques minutes, dans la 4e partie de Plein Lado, on va parler beaucoup de Kalita, de ton passage de l'agent juif vers une association, ce qui n'est pas non plus une évidence pour toi, ce choix et pourquoi, etc. Mais d'abord, on va faire une petite parenthèse. Et la petite parenthèse, on va revenir même un peu en arrière sur ta shlichut en France pour la traiter, parce que tu es un passionné de football. Ouais. Plus que ça même. Plus que ça. Ouais. C'est maladif. Ah oui, c'est une maladie. Ouais, c'est complètement maladif. On va partir de la fin vers le début. On va partir de la fin vers le début. La fin, c'est tu adores le PSG. Le PSG est éliminé. Éliminé de façon dramatique, et je dirais dramatique parce que l'année dernière, quand le PSG était éliminé à Barcelone, alors qu'aucune équipe dans l'histoire n'avait été battue après avoir gagné 4-0 à l'aller, on pouvait dire c'est la remontada, l'arbitre aurait pas dû siffler, etc. Mais cette année, c'est un drame. C'est un drame, quoi. Battu sur la pelouse du Parc des Princes. Alors d'accord, on peut dire Neymar est blessé, etc. Mais la façon dont ils ont joué, pour un passionné comme toi, c'est quoi? Alors d'abord, pour un passionné, il faut comprendre que l'année dernière, le 6-1, la fameuse remontada, pour un passionné, c'est extraordinaire à vivre. Parce que même si tu es du mauvais côté, et je peux vous dire que j'en ai pas dormi de la nuit, j'en ai fait mon déguisement à Purim, tous mes potes, enfin tout le monde, il n'y a pas un mec qui m'en a pas parlé. Mais c'est incroyable à vivre. Une fois que même après de nombreux mois, tu dis purée, c'est quand même. Il y a des gens qui s'en foutent. Moi, je m'en foutais pas. Cette année, il n'y avait aucune passion. C'était terrible. Plus dur encore que l'année dernière, si vous voulez mon avis. C'est incroyable. Hein, les Israéliens sont assez remontada parce que je vous rappelle l'année dernière, avant le match,
ils avaient posé une question aux Israéliens en disant est-ce que vous pensez que Barcelone a une chance de remonter? Et il y avait 0 équipe dans l'histoire qui avait jamais fait ça. Ben, les mecs disaient oui, il y a Messi, donc oui. Et il y avait une majorité qui disait oui, ils vont remonter et tout. Et quand ça se passe, tu dis mais c'est pas possible. Quoi. Bah oui, comment les mecs ont cette foi? Bah oui, l'optimisme israélien incroyable, la chutzpah israélite. Ouais, et c'est d'ailleurs pour ça qu'en France on n'y a pas cru, parce qu'en France on n'a pas la chutzpah israélite, on n'a pas un esprit optimiste, on suit la statistique et puis voilà, et puis on se fait avoir à la fin. Mais voilà, mais tout ça remonte quand même presque à mon enfance. Je me rappelle même pas. Ça remonte où la première fois que tu ça remonte en fait au fait que mon grand-père, donc mon grand-père Mano, le père de mon père, Mano Candel, en fait, était très proche d'un monsieur qui s'appelait Monsieur Weiss et qui avait comme métier à l'époque, il était responsable des arbitres qui arrivaient au Parc des Princes. C'est-à-dire que lorsque des arbitres arrivaient au Parc des Princes, il fallait s'occuper d'eux. Et c'était son métier à ce gars-là. Et en fait, mais mon père encore, avec mon grand-père, allait déjà à Colombes. Ils ont vu donc déjà le Brésil jouer à Colombes dans les années 50. Donc mon père, il se rappelle évidemment de la Coupe du Monde 58, qui est pour les gens qui aiment le foot quelque chose d'incroyable. Et donc depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été impressionné en fait par ce jeu collectif, on va dire, où il y a toutes sortes de rôles, en fait. Il y a des gens qui défendent, il y a des gens qui attaquent, c'était toujours... Et cette créativité. Et j'ai ce souvenir, un de mes souvenirs d'enfance, alors ça va en faire rire beaucoup, qu'en fait... alors je vais parler d'autre chose quand je guide, en fait, pour ceux qui connaissent les Havdil, au Chafirot, ici à Jérusalem, Shar Davidson. Donc c'est l'entrée, en fait, à l'époque, lorsqu'on rentrait au Beth Amikdash, il faut savoir que c'était une entrée souterraine et qu'en fait on montait des marches et qu'à la fin on se retrouvait devant le Beth Amikdash, qui était quelque chose d'incroyable. Et les Havdil, encore une fois je le dis, mais pour expliquer ça aux jeunes, je me rappelle de moi la première fois que j'étais au Parc des Princes, donc je monte ces marches et là j'arrive en haut des marches et je vois ce truc vert incroyable et ça m'a mystifié. Et donc en fait depuis mon plus jeune âge, j'allais voir l'équipe de France. J'ai d'ailleurs vu Platini lever la coupe en 84. J'étais dans la tribune présidentielle. Mais j'ai vu aussi le PSG. Alors, bien avant les Qataris, aujourd'hui, tout le monde me dit « Ouais, mais les Qataris, etc. » Je dis « Ouais, mais moi... » Gagner la Coupe des Coupes à l'époque. Gagner la Coupe... bien avant la Coupe des Coupes, j'étais déjà en Israël. C'est vraiment l'époque, la grande époque, Rochto, Safet Souzic, etc. Et donc, ça m'a toujours mystifié. Surtout que, encore une fois, comme je l'ai dit, j'étais également joueur au Maccabi. C'était mon père l'arbitre. Pas l'arbitre, mon père l'entraîneur. Oui, ça faisait tout de suite suspect. Hein. Mon père l'entraîneur, pardon. Et je marquais des buts. Voilà, et donc je me suis retrouvé en fait arrière droit. Alors, tout le monde voulait être devant et marquer des buts. Moi, mon père m'avait dit toi, tu vas jouer en défense. Ok, je joue en défense. Et on avait un maillot bleu et blanc, faut le dire. On avait donc comme le maillot de l'Argentine, forcément pas par rapport à l'Argentine, mais par rapport à Israël. Et c'était pour moi donc quelque chose d'incroyable. Et toute ma vie, j'ai été jusqu'à aujourd'hui, je suis dans cette passion-là. Du football, avec malheureusement un petit regret, c'est qu'effectivement en Israël, c'est pas trop ça, on va dire. On a eu quelques années pas mal, mais en gros, peut mieux faire, on va dire, peut même beaucoup mieux faire, et on espère pouvoir être un jour des vrais supporters de l'équipe d'Israël. On espère, il nous reste 20 secondes dans ce dernier quart d'heure. Je vais te raconter une anecdote, mais c'est pour introduire ma question en début de quatrième quart d'heure, avant que je rentre dans Kalita. Quand moi, j'étais en Schlichut pour le mouvement Tikvatenu, un jour, il y avait Amos Monsdorf qui devait jouer au tournoi de Paris la à finale, Bercy. Ouais, à Bercy, ouais, il a gagné. C'était pas la finale, il était en train de jouer un des matchs de qualification. J'ai dit, bon, je veux pas au bureau aujourd'hui, je vais voir Monsdorf, mais je savais pas quoi leur dire. Donc j'ai appelé, j'ai dit, je suis malade. Et j'arrive pour voir Monsdorf, et le caméraman a fait un gros plan sur moi de 40 secondes à peu près. Et ce qui fait que de sorte, tu voyais les infos, et Monsdorf est passé. C'était impressionnant parce que le mec me lâchait pas. Et donc ma question, quand on reprendra le quatrième quart d'heure, c'était, est-ce que tu as profité de ta Schlichut à Paris pour aller faire quelques petites virées au Stade de France ou au Parc? Ou à Roland-Garros. Tu nous le diras tout à l'heure. À tout de suite. Plein l'ado, quatrième partie avec notre invité Ariel Kandel. Et juste avant d'aborder le chapitre de Kalita et de sa carrière actuelle, son boulot actuel, on était en train de lui poser la question, est-ce qu'il avait profité de sa Schlichut à l'époque en France pour assouvir sa passion et aller de temps en temps voir un petit match au Parc des Princes, au Stade de France ou à Roland-Garros? Un petit peu quand même. J'ai été, quelques fois au Parc des Princes. Il y avait quand même Zlatan qui est arrivé à Paris. Donc, bien sûr, il fallait quand même aller voir Zlatan. Voilà, exactement, Zlatan Ibrahimovic. Ça, c'était une première chose. J'allais d'ailleurs avec un ami, Ethan, qui est encore à Paris aujourd'hui. Et la deuxième chose, et un peu à Roland-Garros aussi, parce que c'est quand même Moi, depuis mon plus jeune âge, j'allais voir Yannick Noah, etc. Et d'ailleurs, on a eu la chance avec mon fils d'aller voir un vendredi
C'était pas un vendredi. Roger Federer contre Del Potro. Et je me rappelle très bien, il y avait 5e set, 2 partout, une balle qui n'en termine pas, et mon fils qui s'était endormi. Et il s'est réveillé en plein milieu, et il a crié en ivrite « Kama Kama ». Et ça a fait rire tout le public. Et Del Potro, il lui a fait genre... Oui, tu fait exprès pour redire. Et ça, c'était un grand moment. Voilà. Donc, ouais, effectivement, quand même un petit peu de sport dans ce monde sérieux, ça fait jamais de mal. Alors, je vais la jouer à l'envers. On va faire la transition entre le sport et ton boulot aujourd'hui à Qualité. Au lieu de suivre tranquillement les années qui passent, je vais la prendre à l'envers complètement. C'est ton amour du sport qui fait que tu as écrit dernièrement dans Makor Rishon un article qui a mis la pression sur le ministère de l'intégration israélien où tu dis on ne nous regarde pas, on est transparent, nous les Français en Israël. Ouais, c'est pas bon. Peut-être. D'abord, c'est peut-être oui mon amour du sport. En tout cas, moi, je suis quelqu'un qui a des convictions, donc à partir de là, j'ai pas peur. Quand je suis convaincu d'une chose et de la véracité de la chose, j'ai jamais eu peur dans mes choix. Et je pense qu'à partir du moment où quelque chose n'est pas juste, il faut être capable de le dire. Certaines personnes parfois me disent oui, mais on est en Israël, etc. Il faut pas critiquer. Il faut savoir que l'État d'Israël, moi, on peut pas me critiquer ni sur mon sionisme ni sur mon engagement. Mais une partie également donc, de ce travail, c'est également de faire ce qu'on appelle la bikoret bona en hébreu, de la critique constructive. Et donc à partir de là, j'ai aucun problème, regarder les gens en face et à leur dire lorsque les choses ne vont pas. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs également en quittant l'agence juive. J'ai quitté l'agence juive essentiellement parce que l'agence juive, je l'ai aujourd'hui fait un travail d'Alia assez exceptionnel. Fait également un travail d'intégration pour les jeunes via le programme Massa ou via ce qu'on appelle les Ulpanei Tzion assez incroyable. Mais lorsqu'on parle des familles, l'agence juive ne s'occupe pas aujourd'hui de l'intégration des familles françaises ici en Israël. Et donc, à partir de là, à partir du moment où il y avait, donc on avait dépassé les 30 000 olim, j'ai décidé de quitter l'agence juive en accord toujours avec Nathan Sharansky, également suite également à une discussion avec mon ami Marc Heisenberg, qui est d'ailleurs également un passionné de sport. Et qui est également un passionné du peuple juif, président de l'Alliance et président de Kalita. Il m'a dit, écoute, à mon avis, il faut se bouger sur la Kalita. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, pour parler de cet article de journal, il n'y a rien de dramatique. Encore une fois, il faut savoir c'est comme ça que ça se passe en Israël. C'est la règle du jeu. Il faut que les Olim sachent que c'est la règle du jeu. Il faut être capable de sortir dans la presse de temps en temps. Il faut être capable d'arriver même parfois au tribunal et de poser ce qu'on appelle des amendements ou des requêtes face à l'État d'Israël. C'est comme ça que les choses avancent. Et donc, on n'a pas peur. Et ce n'est pas un manque de respect non plus que de critiquer le gouvernement israélien sur certaines choses. On a besoin de le faire. Non pas, et d'autant plus qu'on se porte également responsable et qu'on propose également des coopérations avec l'État d'Israël. Aujourd'hui, presque 40% des problèmes de société de l'État d'Israël ne sont pas gérés par l'État d'Israël. C'est pas comme en France. La France, c'est le secteur public qui fait tout. Ici, le secteur des ONG est très fort. Et donc à partir de là, on estime qu'il faut essayer de plus faire, non pas en disant à l'État d'Israël faites plus, mais également en étant prêt à s'investir, que ce soit en termes de ressources humaines ou en termes de moyens. Alors concrètement, ce coup de gueule, quand même, il venait sur quel terreau, sur quel terrain? Et il y a vraiment une discrimination, et vraiment, les Français reçoivent vraiment moins que les Américains, les Russes ou d'autres. Oui. Pourquoi? Historiquement, la réponse est oui. Qu'est-ce qui se passe? La réponse est oui, et je mets au défi de venir me contrer sur ces faits. Et tout le monde le sait que la réponse est oui. C'est ce qu'ils ont essayé de dire quand même en disant oui, il n'a pas l'air de connaître avec tout ce qu'il fait. On n'a pas l'air de connaître. Alors encore une fois, beaucoup de gens peuvent dire qu'ils connaissent l'Alia de la Klita des Juifs de France. Moi, vu le parcours dont on a parlé dans la dernière heure, je pense que je m'y connais un petit peu, on va dire ça comme ça. Et du côté du secteur public et du côté du secteur des ONG. Oui, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, je ne parle pas des jeunes, parce que pour les jeunes, il y a beaucoup de possibilités. Mais lorsqu'on est une famille et qu'on arrive en Israël, on nous propose le Sal Klita comme à tout le monde, le panier d'intégration. On nous propose l'Ulpan, les 500 heures, et comme à tout le monde. Et d'ailleurs, les Juifs de France qui font leur Aliyah utilisent ce Sal Klita et utilisent ce panier d'intégration, cet Ulpan. Mais au-delà de ça, il y a énormément de choses qui existent. Et alors évidemment, on peut dire que le problème, c'est que souvent on nous dit oui, mais c'est pour tout le monde. Oui, c'est peut-être pour tout le monde, mais concrètement, quand on regarde sur le terrain, il s'avère que c'est vrai qu'en théorie, c'est pour tout le monde, mais en pratique, on va dire que c'est
c'est pas vendu, mais c'est proposé essentiellement à d'autres populations. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qu'on appelle le Diur Tziburi, donc les habitations à loyer modéré, comme on dit en France, aujourd'hui, il n'y a pas de Français de l'Île-de-France qui habitent dans ces habitations-là. Quand vous regardez aujourd'hui les merkaz eklita, les centres d'intégration, je répète encore une fois, pas pour les jeunes, parce qu'il y a des jeunes Français dans les centres d'intégration, mais pour les familles, il n'y a pratiquement aucune famille française qui se trouve dans les centres d'intégration. Les programmes de l'emploi qui ont été mis en place par le ministère, qui ont été gagnés par il y a eu des appels d'offres qui ont été gagnés par des sociétés professionnelles israéliennes. Ces mêmes sociétés viennent me voir en me disant écoute, on a peut-être gagné l'appel d'offres, mais on n'est pas capable d'amener les Français parce qu'on ne sait pas parler au public francophone. Et donc c'est très bien que vous avez fait le hub de l'emploi parce que nous on ne sait pas le faire. Donc ça, ce sont on va dire des réalités qui existent concernant l'Alia des Juifs de France. Et juste pour rajouter encore un point, alors à un moment on essaie de me dire oui, mais il y a des populations qui ont besoin d'être aidées un peu plus, comme les Éthiopiens. Évidemment, c'est vrai, ou même comme les Russes, parce qu'ils étaient derrière le rideau de fer pendant de nombreuses années. Et à ça, j'ai à dire deux choses. Premièrement, le rideau de fer, il est tombé il y a presque 30 ans maintenant, donc c'est un peu dépassé comme argument, premièrement. Et deuxièmement, à partir du moment, et ça il faut le savoir aussi, qu'aujourd'hui l'intégration des Juifs des États-Unis est gérée par une association qui s'appelle Nefesh Benefesh et qui reçoit chaque année 13 millions de shekels du KKL, qui est une institution de l'État d'Israël pour l'intégration des Juifs des États-Unis. Donc, vous faites un calcul un peu simple. S'il y a 13 millions de shekels qui sont investis sur 15 000 Juifs des États-Unis qui sont arrivés dans les 4 dernières années, si 30 000 Juifs de France sont arrivés, on devrait avoir à notre disposition aujourd'hui 26 millions de shekels que sur des programmes de l'intégration des Juifs de France, ce qui n'est pas le cas. Et donc, à partir de là, vu que les Juifs des États-Unis vivent dans des meilleures conditions socio-économiques que les Juifs de France, en moyenne, qui font leur alia, donc il est évident aujourd'hui qu'il y a, on pourrait dire, une discrimination entre la clita des Juifs d'Éthiopie, de Russie et des États-Unis d'un côté, et les autres de l'autre. Alors il s'avère que chez les autres, comme on dit, il y a quand même un gros groupe qui vient de France, et quand même un tiers des Juifs de France sur ces dernières années, un tiers des Olim en général viennent de France ces dernières années. Et donc, encore une fois, il faut combattre pour pouvoir améliorer cette intégration et ces programmes d'intégration. Tu mènes ce combat avec toute l'équipe de Kalita, etc., pour essayer d'avoir plus, d'avoir mieux. On sait aussi que les Français sont très courageux, parce qu'ils montent avec leur famille, même avec des enfants de tout âge. On sait que Nefesh Benefesh a évité pendant très longtemps cette population de familles avec enfants pour se concentrer sur des retraités ou des étudiants. Qu'est-ce qu'on peut essayer d'obtenir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a à faire pour essayer de faire en sorte que ces familles puissent s'intégrer dans de meilleures conditions? D'abord, on ne fait pas ça tout seul. Il y a des associations. C'est d'abord un groupe d'associations Kalita. C'est une association, une organisation ombrelle qui gère aujourd'hui des relations avec plus de 70 associations qui s'occupent de la Kalita. Donc c'est important de le dire. On ne va pas les citer maintenant, mais selon les sujets, on a d'autres associations qui sont également à nos côtés. Et pour répondre à ta question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, on peut faire plein de choses. Aujourd'hui, concernant le logement, si des gens viennent de régions, on va dire, défavorisées en France, comme Sarcelles ou Créteil, on pourrait, oui, faire en sorte qu'une partie des HLM en Israël soit également pour les Olim de France. On sait qu'il y a un grand programme de construction aujourd'hui en Israël. C'est extraordinaire ce que fait le ministre Kahlon par rapport à ça. Il est venu en disant un officier de Golani qui a fini l'armée, 4 ans d'armée, ne peut pas se payer un appart, c'est un scandale. Et c'est vrai que c'est un scandale. Mais s'il y a un programme comme ça avec des dizaines de milliers d'appartements qui sont construits en Israël, on pourrait penser qu'un pourcentage pourrait également être octroyé aux Olim de France. Ils ne sont pas moins héros, à mes yeux. Un papa et une maman de 45 ans qui vient avec 4 enfants de Sarcelles à Khadera, il n'est pas, à mes yeux, moins héros qu'un officier de Tsahal qui s'est marié et qui a fait une famille. Effectivement, tu peux avoir cet avis, puis que tu étais aussi dans Golani, donc tu peux comparer. Exactement, je peux comparer. Donc ça, c'est pour ça. On peut parler également, encore une fois, des programmes professionnels. Aujourd'hui, on pourrait exiger que chaque olé qui vient de France ait un accompagnement professionnel proactif. Ça veut dire quoi, proactif? C'est pas on doit attendre que lui, il attende et qu'il rentre éventuellement au ministère de l'Intégration, où 90% ou l'immense majorité des employés par le russe. Il faut savoir qu'il n'y a que 9% des employés du ministère de l'Éducation qui parlent français. Ça n'arrivera pas. On a besoin de faire quelque chose de proactif. Donc on pourrait imaginer que chaque olé en âge de travail qui vient de France soit accompagné dans la première année pour pouvoir à la fin trouver un emploi. Et on pourrait aussi imaginer d'autres choses. On sait très bien, alors là, on est vraiment dans le cœur du problème avec plein Lado. On sait très bien qu'il y a quand même également quelques soucis, on va dire, pour ces jeunes qui sont venus de France. Alors là, je parle des collégiens et des lycéens qui arrivent de France,
c'est pas qu'ils n'ont pas voulu venir en Israël, mais c'est leurs parents qui ont choisi. Eux, ils avaient tous leurs copains en France, ils arrivent ici. Souvent, je donne cet exemple. En France, l'école se terminait à 5 heures. Il faisait nuit, il pleuvait. Dans le métro, c'est pas très sympathique. On rentre à la maison, il y a papa, il y a maman, il y a papy, il y a mamie. On arrive ici en Israël. Le jeune, il termine l'école à 13 heures, il fait beau dehors. Il rentre donc il commence à se balader dans la rue. À la maison, très souvent, papa n'est pas là parce qu'il est en voyage en France. Maman, elle fait tous les efforts du monde, mais elle ne comprend pas trop l'hébreu ni ce qui se passe à l'école. Papy et mamie, ils sont parfois également en France parce qu'ils n'ont pas fait leur Aliyah. Et donc, à partir de là, on peut également imaginer un système qui dit que chaque enfant, en tout cas chaque adolescent, on pourrait dire ça comme ça, qui est au collège ou au lycée, soit accompagné par l'État d'Israël jusqu'à l'âge de 18 ans pour ce que j'appelle les heures d'après l'école, c'est-à-dire entre 14h et 17h. Ça peut être des soutiens scolaires, ça peut être ce qu'on appelle des chougim, donc faire du sport, faire de la musique, etc. etc. C'est des choses qui aussi ont été faites, il faut le savoir, dans l'État d'Israël. C'est des choses qui existent. Quand on parle de l'Aliyah des Juifs d'Éthiopie, à une époque, l'État d'Israël arrivait dans chaque famille éthiopienne pour leur expliquer justement l'importance de permettre aux enfants d'avoir quelque chose après l'école. Et c'est également des discussions qu'on a aujourd'hui avec le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, et qui est intéressé peut-être également par faire un projet comme ça, pour ne pas qu'on se retrouve avec des centaines et des milliers d'enfants qui n'aient pas quoi faire l'après-midi. Je suppose que vous avez, qui tombent dans les rues. Je suppose qu'avec votre équipe et les associations qui sont partenaires, vous avez budgétisé un peu les choses pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faudrait pour changer la donne. Pas du tout au tout, mais au moins arriver à un panier de services un peu intéressant. Et pour les jeunes et pour les gens qui cherchent du boulot, on parle de quoi ? De quelle somme pour que les fameux discours des dirigeants deviennent du concret. Parce que dans les discours, tout le monde veut de la Aliyah, tout le monde appelle les Olim. En gros, on parle alors ça peut être jusqu'à 300 millions de shekels, ça peut paraître fou lorsqu'on entend parler de 300 millions de shekels, mais 300 millions de shekels investis sur 30 000 Olim, et également qui investit, alors c'est important de le dire, on revient toujours à cette fameuse étude de l'IFOP d'il y a 2 ans où 43% des Juifs de France disent qu'ils veulent faire l'Aliyah, 13% disent qu'ils veulent le faire demain matin. Mais en gros, ils ne le font pas parce qu'il n'y a pas assez de pistes d'intégration. Donc 300 millions à terme, ce n'est pas grand-chose pour pouvoir intégrer 30 000 personnes et en faire venir peut-être encore 50 000. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, à court terme, on peut dire qu'avec quelques dizaines de millions de shekels, et encore une fois, il faut bien que nos auditeurs comprennent, dans un budget d'État, c'est ridicule de parler de ça. C'est quelque chose qui peut être fait. Un centre de l'emploi, c'est quelque chose... encore une fois, on pourrait faire 3-4 centres de l'emploi avec quelques dizaines de millions de shekels, plus encore des projets éducatifs. Ce n'est pas quelque chose d'incroyable. Mais aujourd'hui, avec 300 millions de shekels, on pourrait intégrer 30 000 Olim et en faire venir encore 50 000. Donc, ce n'est pas si fou que ça. Et il faut bien que nos auditeurs le comprennent. Ça paraît être des sommes incroyables, mais dans des budgets d'État, ce n'est pas incroyable. Et donc, il faut simplement comprendre que c'est lié également à une volonté... d'un côté, ce qu'on appelle en hébreu la mahout, c'est-à-dire que c'est important de comprendre que c'est important pour l'État d'Israël parce que c'est dans les valeurs de l'État d'Israël de faire ça. Et également, c'est forcément lié également à une volonté politique de certains des dirigeants de notre État qui, on l'espère, vont... et c'était l'objet de tout ce cahier, là, de tout ce supplément qui est sorti dans Makor Rishon, qui à terme vont peut-être se dire que oui, il faut se pencher sérieusement sur la question et aider les Olim de France, peut-être parce que politiquement ça peut être intéressant pour eux, mais surtout parce que c'est dans les valeurs de l'État d'Israël et qu'il y a aujourd'hui, je pense, des dizaines de milliers de Juifs en France qui aimeraient sûrement faire la Aliyah et tout simplement qui ne peuvent pas, pour des questions surtout de logement, pour des questions professionnelles. Et c'est le rôle historique, et ça, il ne faut pas avoir peur d'employer des grands mots et des grandes phrases. C'est le rôle historique de l'État d'Israël de permettre au moins à ceux qui veulent venir de venir en Israël. Chacun a le droit de vivre où il veut, et on est pour le fait que chaque juif dans le monde doit vivre de façon correcte, mais ce n'est pas possible d'entendre aujourd'hui des centaines et des milliers de gens en France qui te diraient « Ah ouais, je serais bienvenu, mais j'ai pas les moyens de m'acheter un appartement. Ah ouais, je serais bienvenu, mais comment je vais pouvoir travailler ?» C'est pas possible d'entendre ça. Et ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avec Mark Eisenberg et toute l'équipe de Qualita, on décide de s'employer corps et âme, on va dire, pour pouvoir justement améliorer ces choses-là. Alors, on aurait pu parler, Ariel Kandel, merci, on aurait pu parler de plein de choses encore, du fait que tu es guide en Pologne et du fait que tu es éducateur, c'est plein de l'ado, on avait encore plein de sujets, on pourra te réinviter pour en parler, mais on n'a pas osé t'interrompre pendant ce plaidoyer qui était très, très touchant et très vrai. Donc voilà, appel aux dirigeants de l'État d'Israël, arrêtez de dire juste dans les discours, il faut monter, il faut maintenant s'occuper des gens qui montent.
Merci de nous avoir fait passer comme message. Je rappelle le numéro de la boîte vocale pour nous toucher à Qualita 050 430 80 20. Vous pouvez aussi télécharger l'application Studio Qualita sur l'App Store ou le Google Play ou nous joindre au www.studioqualita.com. Notre téléphone aussi 02 945 77. Merci à Ariel Candel et bonne chance pour tout ce que vous entreprenez avec votre équipe dans Qualita. Merci Bernard. Kol Tuv. Toda Au rabba. revoir. Plein l'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.